Le puriste vous dira qu'un thé parfumé, c'est pas du tout la même chose qu'un thé aromatisé. En réalité, les deux adjectifs se mélangent joyeusement dans le vocabulaire marketing actuel, comme se mélangent les touches d'épices, de fruits rouges, de gingembre, etc. Mais pas n'importe comment. Il faut que ça plaise. Il y a l'esthétique, l'émotion et le business. Une légère brise fait tomber par hasard des feuilles dans l'eau bouillante d'un empereur chinois. Voilà une des légendes originelles du thé, breuvage millénaire. Aujourd'hui, les étals de supermarchés sont recouverts d'emballages aguicheurs. La tendance est au thé de qualité et aux recettes créatives. Classiques revisités ou promesses d'exotisme, on rivalise d'inventivité. En près de 15 ans, la marque romande Tico s'est fait connaître des pendulaires. Les thés aromatisés, c'est à peu près 60% de notre assortiment. En général, notre clientèle, pour les plus amateurs ou les plus néophytes, rentre dans le monde du thé par des thés aromatisés, qui sont un petit peu plus accessibles. Les thés du moment, c'est clairement les thés de Noël. Les gens à Noël, ils ont envie de cannelle, de clou de girofle, d'orange. Ils ont envie de sentir ces saveurs qui sont typiques de Noël. Donc voilà, c'est recréer ce côté cosy. On en rentre chez soi, on a envie de se faire un thé avec des épices qui sentent bon. Pour faire naître un thé aromatisé, on sélectionne d'abord une base. Un thé blanc, un thé vert ou un thé noir. Ensuite, on y ajoute des ingrédients. Valérie Père nous accueille chez elle, là où naissent ses idées et ses mélanges. Alors, je suis en train de travailler sur une recette de Earl Grey. Et en fait, j'aimerais, dans les différents Earl Grey qu'on a, je suis en train d'essayer différentes notes, apporter de la vanille, apporter une note un petit peu plus zestée. La bergamote, c'est la famille des citrus. J'ai apporté une petite note de jasmin. Et puis là, je suis en train de travailler sur le côté visuel en apportant des bourgeons de rose, des zestes de mandarine et différentes fleurs de bleu et mauve, etc. Une fois que j'ai mes pistes et que je suis sûre de ce que je veux faire, je vais rechercher exactement la famille d'arômes et les nuances d'arômes qui m'intéressent. Et là, je vais travailler avec des aromaticiens. C'est très important de bien s'entendre avec cette personne parce qu'il faut que cette personne rentre dans mon univers à moi, mon univers olfactif, gustatif, et qu'elle comprenne ce que je veux obtenir. Et après, quand on travaille sur différents arômes et que j'arrive pas à obtenir la note exacte que je veux, ils peuvent m'aider en me disant « mais tiens, pourquoi tu rajoutes pas ça ?» ou « tiens, pourquoi tu vas pas chercher plutôt que, je dis n'importe quoi, la bergamote de Calabre, pourquoi on n'essaye pas une bergamote de Sicile, etc. » Et après, eux, ce qu'ils m'apportent, c'est qu'ils ont tous les ingrédients du monde entier. Donc quand je dis maintenant il me faut 150 kilos de la recette parce qu'elle est finalisée, eux ils ont tous les outils professionnels pour faire naître ma recette, que je puisse la vendre en magasin. Pour trouver ces industriels du thé et ces aromaticiens, il faut quitter la Suisse. Une grande partie des thés importés en Europe passe par Hambourg, véritable plaque tournante. Ici, on sélectionne la matière première, on fabrique les mélanges et ensuite on exporte. Elson & Lyon est un des géants du secteur. Il figure parmi les pionniers de l'aromatisation de thé en Europe. Dann habe ich so gedacht, für das Thema Indulgence, Chai und dann so mit Chocolate Plates drin. Also ein bisschen spicy, ein bisschen chili. This room is where this is the heart of our company. Voici le cœur de notre entreprise. C'est ici que nous dégustons, que nous achetons, que nous vendons. Ici, nous essayons d'évaluer la valeur d'un thé, s'il vaut la peine d'être acheté, si oui, pour quel marché et combien nous pouvons le payer, sachant combien nous allons pouvoir en retirer à la vente. If I look at our overall business, quantity-wise, si je regarde l'ensemble de nos activités, les thés aromatisés représentent une grosse quantité, de l'ordre de 40 à 50%. Du point de vue de la valeur, ça peut être différent parce que les thés conventionnels sont en général beaucoup plus chers que les thés utilisés pour les thés aromatisés. Mais on ne peut pas dire que nous n'utilisons que du thé bon marché pour aromatiser les thés. C'est faux. Si nous examinons l'ensemble de la gamme de prix, chaque thé vendu en Europe fait partie du top 20% de tous les thés disponibles. Mon travail, c'est de gagner de l'argent. Et pour ce faire, nous avons un outil. L'outil, c'est le thé. Et il y en a en abondance.
Nous faisons des affaires en essayant de comprendre ce que les consommateurs de thé dans le monde pourraient vouloir sans même être conscients qu'ils le veulent. Le principal défi est de trouver le bon goût pour chaque marché. Par exemple, les goûts français sont différents des goûts allemands et les goûts allemands sont différents des goûts américains. Sur le marché français, on préfère les notes fleuries et les combinaisons d'agrumes. Ça peut être une combinaison de bergamote avec du citron et de l'orange. Sur le marché nord-américain, c'est plutôt le goût très marqué des fruits. Nous sommes constamment à l'affût de ce qui pourrait être demandé par le consommateur. Cela pourrait aller dans le sens de la santé. Cela pourrait être la gourmandise. Il pourrait s'agir de thé premium qui coûte cher. Il y a beaucoup à explorer. Aucune limite. C'est la situation géographique de Hambourg avec son port qui l'ont rendu incontournable sur le marché du thé. Les Allemands ont pu s'imposer parce qu'ils ont été parmi les premiers à exploiter le créneau du thé de qualité. L'essor remonte à l'après-guerre. Les Alliés ont imposé une taxe sur certaines denrées. La taxe étant la même pour le thé bon marché et pour le thé de premier choix, il est devenu rentable d'importer les meilleurs thés. Les Allemands se sont positionnés à l'approvisionnement des thés de qualité et ces thés sont arrivés à Hambourg avant qu'ils n'aient été offerts aux autres. Hambourg a toujours eu le privilège de choisir en premier. Tant qu'ils gardent leurs doigts levés aux enchères, ils restent les acheteurs et voient les échantillons que les autres ne voient pas. Elson & Lyon stockent dans ses locaux jusqu'à 25 000 tonnes de thé et ils en brassent 150 tonnes par jour. Secret industriel oblige, impossible de filmer l'intérieur de l'usine. Une autre compagnie nous a ouvert les portes de sa production, Mount Everest Tea, filiale d'un des plus vieux négociants en thé d'Europe. Ici, on travaille le thé depuis 1793. Ma fille dit « Tu es un homme chanceux, tu bois du thé toute la journée. » Ok, c'est un peu simpliste. Travailler avec le thé, créer des thés, en acheter, les goûter, créer de nouvelles saveurs, de nouveaux thés pour nos clients, c'est ça mon boulot. Comment créer un thé ? Vous avez besoin d'ouverture d'esprit et d'une grande connaissance des différents arômes, des différents goûts et comment tout combiner. C'est très important de mémoriser. Vous devez vous rappeler quel est le goût de cette cannelle, le profil de ce romarin. Il y a aussi les idées des clients. Et une recette prend naissance dans mon esprit. Et alors, je crée les thés. Les magasins de thé du monde entier viennent se fournir à Hambourg. Ils arrivent soit avec des demandes spécifiques, ou alors ils choisissent sur des catalogues proposant des mélanges déjà prêts. Mount Everest produit environ 2500 tonnes de thé par année. Voilà ici un thé vert qui sera travaillé demain quand le tambour sera libre. Donc voilà la base pour un futur thé aromatisé. Nous allons devoir y ajouter des arômes et des ingrédients. Ici, dans notre entrepôt, nous ne stockons que les produits non aromatisés. Personne n'a le droit d'entrer dans cette pièce avec un arôme dans les mains. Pourquoi ? Parce que le thé absorbe facilement les odeurs et il en serait détruit. Il serait contaminé. Nous voulons que les thés restent purs. Le thé à la vanille doit avoir le goût de la vanille et pas celui de la menthe poivrée, ce qui arriverait si nous avions arôme et thé dans la même pièce. C'est donc dans cette salle séparée que les recettes prennent vie.
Qu'on aromatise un thé, un rooibos ou une infusion, le procédé utilisé est identique. Les sacs de thé, de fleurs ou de fruits vont constituer la base du mélange. Ici, nous voyons notre unité d'aromatisation. On rassemble les ingrédients nécessaires pour le mélange. C'est comme une recette avec exactement le nombre de grammes, de kilos, les litres d'arômes nécessaires pour préparer le mélange. C'est compté et mesuré ici, et ensuite, on le passe dans le tambour. Si les ingrédients sont la partie visible de votre thé, ce ne sont pas directement les fruits qui apporteront la saveur. Pour cela, il faut pénétrer dans la caverne d'Ali Baba aromatique. Ici, tous les goûts sont permis. Citron, cannelle, ananas, bergamote, cerise, mirabelle, voire même crème brûlée. Selon la demande et le budget du client, l'arôme sera naturel ou synthétique. 95% des arômes que nous utilisons sont liquides parce que nous les pulvérisons sur les feuilles. C'est comme une poussière qui va se déposer sur les ingrédients. C'est la meilleure façon d'aromatiser un thé. Ce tambour va maintenant mélanger les ingrédients pendant 25 minutes afin que les arômes imprègnent bien toute la préparation. Une fois l'aromatisation terminée, un échantillon est prélevé pour la salle de dégustation. Les mélanges sont vérifiés ici une dernière fois. Le feu vert obtenu, les thés sont prêts à être conditionnés. Mount Everest travaille autant pour de grandes enseignes que pour de petits commerçants. Le thé est soit fourni en vrac, soit directement emballé avec la marque du client, qui reçoit un produit prêt à être vendu. Le monde entier se fournit en Allemagne. Même les pays producteurs comme la Chine ou le Japon font mélanger certains thés à Hambourg. Pour rester innovant, il ne faut pas craindre l'hérésie. Nous n'avons pas 5000 ans de tradition de thé sur le dos. Nous pouvons sortir des sentiers battus. Certains qualifieraient ce que nous faisons de sacrilège, prendre un thé cher et le mélanger avec des épices. Nous nous soucions moins de la tradition. Nous essayons d'imaginer de nouveaux concepts pour toucher la jeune génération. Les jeunes, ils ne penseraient jamais à boire quelque chose d'aussi ennuyeux que du thé noir chaud. Il peut d'ailleurs avoir bon goût s'il est préparé correctement, ce qu'il n'est pas la plupart du temps. Nous pouvons capter leur imagination. Quand nous prenons un thé, nous y ajoutons du gingembre, du piment. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez faire une tea party avec 10 ou 20 thés différents. Les thés aromatisés sont la clé pour que la jeune génération entre dans le monde du thé. Viens chez moi, on va se boire des thés aromatisés avec les copains. L'invitation n'est pas encore tout à fait dans les mœurs ici, mais qui sait, les aromaticiens de Hambourg vont peut-être gagner leur pari. Quand on parle d'arômes, il faut savoir que la famille est grande. Il y a la branche des arômes naturels dans laquelle la nature n'est pas forcément celle que l'on croit. Et la branche des arômes synthétiques qui s'efforce de ressembler au plus près à la nature. Votre coup de cœur, si je dois faire une surprise. Dans les thés parfumés? Ouais. Alors, il y a toujours les thés parfumés un peu plus sophistiqués, comme le Gris Royal. Mais... Dans son royaume du thé, Denis Braunschweig sélectionne les grands crus destinés à faire voyager ses clients. Pour moi, un peu différent, mais si vous voulez, le Blues Earl Grey. Parfumé ou non, c'est le thé qui doit rester l'élément central. Le parfumage, c'est pas un cache-misère finalement d'un mauvais thé. Ah, ça peut l'être. Ça peut l'être. Malheureusement, un thé très bien parfumé avec une mauvaise base cache, dans tous les cas, au niveau de l'achat, ce qui va sortir après. Après, on s'en rend compte au niveau de la dégustation. Si vous avez le sentiment, quand vous prenez un thé, vous infusez qui a que le parfum et qui n'a pas de thé dedans, c'est probablement qu'il y a peu de thé dedans.
Voilà. Denis Braunschweig a choisi d'aromatiser certains de ses thés de manière artisanale. On assiste ici à la préparation d'un Earl Grey, un thé noir à la bergamote. Comme base, il a sélectionné un thé chinois et y fait ajouter un arôme naturel, un mélange d'huiles essentielles, pour atteindre l'équilibre recherché. Finalement, pour vous, c'est quoi l'intérêt d'aromatiser vous-même? C'est surtout ce qui ne peut pas être fait autrement. Donc l'intérêt, c'est des mélanges simples, mais de très très belle qualité, avec des éléments aussi relativement chers qu'on mélange comme ça. Et là, il y a un intérêt. Si on est dans les thés parfumés plus conventionnels, là, on n'a pas l'infrastructure. Certaines recettes industrielles impliquent les mélanges de plusieurs dizaines d'ingrédients et d'arômes. Naturels ou synthétiques, les arômes sont produits par des firmes spécialisées. Parmi elles, l'entreprise Mann. Elle a ouvert en 2015 un centre de recherche et développement à Vouvry, en Valais. Quand nos clients nous demandent, on aimerait avoir un Earl Grey, un arôme bergamote pour telle ou telle région, nous finalement on doit comprendre quelles sont les typicités de la région dans laquelle elles opèrent. On peut rajouter des huiles essentielles de fleurs pour donner un côté plus fleuri, des huiles essentielles d'agrumes si on veut donner un côté plus agrume, ou si le client a vraiment des contraintes coûts importantes, on travaillera sur du synthétique. L'arôme naturel est souvent plus cher car il est plus rare, surtout quand il est extrait directement du produit. Le problème, c'est qu'on décidait de faire que du naturel. On le voit sur des produits comme de la vanille, on le voit sur des produits comme de la bergamote. On n'a pas assez de disponibilité de matières premières pour répondre aux besoins de tous les consommateurs. Il faudrait faire des plantations de quantités si importantes que finalement, d'un point de vue écologique, on ne se retrouverait pas dans une bonne situation. Pour fabriquer un arôme de bergamote, il faut commencer par analyser la composition de la matière première. On utilise des équipements analytiques, des spectrométries de masse, qui permettent, quand on part d'un ingrédient naturel, de savoir l'ensemble de sa composition et quels sont l'ensemble des molécules qui composent cette huile essentielle. Là, on est sur l'analyse d'une huile essentielle de bergamote, donc d'un produit naturel. Les différents pics nous donnent l'identité de différentes molécules présentes dans cette huile essentielle. Il y a quelques composés qui sont dominants, qui sont peut-être les composés les plus importants de cette huile essentielle. Si on veut recréer un arôme de manière synthétique, peut-être qu'on essaiera de faire des combinaisons de ces différentes molécules dans les ratios qu'on retrouve dans l'huile essentielle pour recréer quelque chose qui a la perception de la bergamote. On est sur du synthétique, formulation plus simpliste pour essayer d'imiter du naturel. Parce que quand on veut zoomer un peu plus sur la composition, c'est là où on voit que la composition est beaucoup plus complexe et on voit qu'il apparaît de nombreux autres pics, donc de nombreuses autres molécules qui font toute la complexité d'un produit naturel. Tous les produits qui se retrouvent dans votre thé ne contribuent pas de manière identique à son arôme. Certains éléments ont un rôle purement esthétique. Là, j'ai typiquement un thé qui est vendu en vrac, où on voit ces différentes petites pétales bleues et blanches qui apportent un contraste visuel, qui fait que visuellement on a un produit qui est très très beau. Par contre, ces pétales ne contribuent absolument pas au goût du produit, et l'arôme dans ce cas-là a été sprayé par-dessus le produit pour s'assurer qu'il est bien homogène. On peut trouver d'autres produits où ils n'ont pas choisi le parti pris de prendre des fleurs pour le contraste visuel. Ils ont également ici, là, ce sont des morceaux d'écorce de bergamote, mais effectivement, ce n'est pas les quelques rares morceaux qu'on trouve dans ce produit qui permettront d'aromatiser. Et là également, on est sur une aromatisation qui a été sprayée par-dessus les feuilles de thé. Dans certains thés, il est même possible d'observer concrètement l'arôme utilisé. Un arôme solide permet de maîtriser la quantité présente dans chaque sachet. Là, on a ouvert un Earl Grey qui était en sachet. Et là, on voit effectivement ces petites particules blanches qui sont là des arômes qui ont été mis sous format encapsulé. On a utilisé ces encapsulés parce qu'ils permettent de préserver au mieux l'arôme de l'oxydation et permettent de garantir une stabilité meilleure de l'arôme. Donc là, on est sur des petites particules qui sont des particules de sucre à l'état cristallin, et ce cristal, on va dire, piège l'arôme et le protège de l'air et donc de l'oxydation.
Ça nous dit quelque chose sur le type d'arôme utilisé? Non, absolument pas. On peut très bien utiliser un arôme naturel et le protéger de l'oxydation. On peut très bien également prendre un arôme synthétique et qu'on aura disposé sur ce thé. L'arôme synthétique est souvent plus stable que son équivalent naturel. Un avantage pour les industriels qui recherchent souvent des goûts standardisés et reproductibles. Comment savoir maintenant quel type d'arôme on consomme avec sa tasse de thé? On va voir cela ensemble. Andrea Gringeri, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ces reportages avec Jean-Marc Chevillard, l'aide de nos recherchistes. On va beaucoup parler de thé à la bergamote. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la bergamote, c'est ça, un agrume entre le citron et l'orange. Il y a un choix immense de thé à la bergamote, mais comment savoir ce qu'il contient vraiment en termes d'arôme? On va prendre quelques exemples. Si on prend ce paquet, on voit que c'est écrit dessus un thé noir avec de l'huile essentielle de bergamote. Donc là, on a ajouté de l'huile essentielle. L'huile essentielle, on prend l'écorce de la bergamote, on la compresse et on en tire l'huile essentielle. Dans cet autre paquet, c'est juste écrit, c'est un arôme naturel de bergamote. Alors pour pouvoir s'appeler arôme naturel de bergamote, il faut qu'il y ait au moins 95% de bergamote à l'intérieur. Et quand c'est marqué arôme naturel, comme sur ce troisième paquet, est-ce qu'il y a de la bergamote ou pas? Alors, ça aurait été plus simple si on pouvait dire qu'il y en avait, mais quand c'est écrit arôme naturel, il n'y a pas forcément de la bergamote dedans. Ça dit juste que les molécules sont naturelles, mais souvent on va aller les chercher ailleurs. Dans le cas de la bergamote, on va par exemple prendre des agrumes moins chers, comme de l'orange ou du citron, pour reproduire le profil de la bergamote. D'accord. Et dernier exemple, alors sur ce Lipton, le paquet Lipton, c'est marqué arôme tout court. Ça veut dire quoi? Quand c'est écrit arôme tout court, c'est que nous sommes sur un arôme synthétique, c'est-à-dire un arôme qui a été produit en laboratoire, où, avec des molécules, on va essayer de reproduire le goût de la bergamote. Il suffit qu'il y ait une seule molécule synthétique pour que l'arôme ne puisse plus s'appeler naturel et devienne du coup un arôme synthétique. Synthétique. Merci Andrea pour ces explications, ça c'est très clair. La nature de l'arôme ne veut pas encore dire que le thé sera bon, d'où l'idée d'une dégustation dans les règles de l'art. Pour évaluer le plus britannique des thés, nous avons réuni 5 dégustateurs à l'hôtel Swiss Wine de Lausanne. Florence Hardmeyer. Elle importe des thés pour les boutiques et les particuliers. Niels Rodin est agrumatologue. La bergamote, il en cultive. Élise Naville est historienne de l'art et amatrice de thé. Elle en parle sur son blog et participe à un forum d'aficionados du thé. Depuis 25 ans, Véronique Gallet règne sur la boutique Betchman & Barton, à Carouge. Michel Cherousini a ouvert un tea room à Saint-Trifon. Le thé british, elle connaît. Voilà la sélection de 10 thés qui sera soumise à nos fins palais. Ce ne sont que des Earl Grey en sachet qui ont été retenus pour cette dégustation. Le Earl Grey est un classique. Mais en fait, qu'est-ce qui caractérise un bon Earl Grey? C'est un thé qui n'est pas trop dominant en bergamote, pas trop acide, pas trop astringent, qui a un bon goût de thé noir derrière aussi. Un bon thé Earl Grey, pour moi, ça doit me rappeler les souvenirs d'Angleterre. Je dois me retrouver dans ces endroits avec des Chesterfield. Ça doit sentir la pluie dehors et ça doit faire beaucoup de bien. Après 3 minutes d'infusion dans une eau bouillie à 100 degrés, la dégustation à l'aveugle peut commencer. Les thés sont scrutés, humés et finalement dégustés. 3 critères pour une appréciation globale notée entre 1 et 10. 10e et dernier de notre classement avec une note de 4,1, le thé Earl Grey acheté chez Lidl, 7 centimes par sachet, un produit bio qui n'a pas séduit nos dégustateurs. J'ai trouvé vraiment pas bon du tout. Il y avait un côté brûlé, il y avait un côté qui était mal fait, un côté poussiéreux, un côté presque agressif, je dirais, sur la langue. Côté agrume, alors complètement absent, et puis vraiment pas agréable. Moi, j'ai vraiment relevé la note, ce qu'on appelle un peu le côté savonneux, et qui colle au palais. Et ça, c'est très désagréable. 2 fois plus cher et en avant-dernière position, le thé bio Alnatura, vendu par la Migros. Ce thé-là, j'ai trouvé qu'il avait un dépôt à la surface qui était un peu dérangeant. C'est quelque chose que moi j'associe en tout cas avec des thés de moins bonne qualité. Puis surtout, il y avait une sensation qui était désagréable en bouche, dans la gorge et de la sécheresse, gorge serrée. Je l'ai trouvé agressif, ouais, qui raclait bien quand même la gorge et qui n'était pas forcément très agréable à boire. À peine mieux noté, voici la maison Twinings, qui se targue d'avoir été la première à commercialiser le Earl Grey en Grande-Bretagne.
Alors, j'ai trouvé que ce thé, il était assez plat. Je dirais presque un peu passe-partout. Le genre de thé qu'on boit dans un mauvais café, à un camping, pour pas les citer par exemple. Vraiment passe-partout, quoi, sans intérêt. Ce thé-là, c'était un de ceux que j'ai pas beaucoup aimé. Il était très fort, très un peu agressif. Et puis il y avait un goût parasite très dérangeant qui m'a fait penser à un goût de légère moisissure. À la 7e place, on trouve le Earl Grey de Tetley, acheté à la Migros. On atteint la note de 5 sur 10 avec l'un des 2 thés les moins chers, le Earl Grey de Denner. En milieu de classement, le Earl Grey de la marque Lipton, toujours pas de souvenir impérissable pour nos dégustateurs. À l'aspect visuel, ces notes de petits yeux huileux comme ça dessus, on sent qu'il n'est pas beau. Et puis ça n'inspire pas, évidemment, c'est pas inspirant. Ça fait pas envie. Et puis au nez, il y avait déjà une petite note un peu savon, très désagréable, qui pique et qui agresse et qui sent le côté pas artificiel. Et puis à la dégustation, rien. Plat, fade. Vient ensuite la marque suisse Sirocco. À 85 centimes le sachet, c'est le thé le plus cher de notre classement. Sur le podium, le Earl Grey de la maison Kousmi. À 60 centimes le sachet, il compte aussi parmi les plus onéreux. J'ai trouvé un très bon goût de bergamote, parce que ce n'était pas toujours évident dans les autres. C'est très légère, en même temps, ça ne laisse pas un goût très lourd de thé noir après. Là, j'ai trouvé un léger dépôt à la surface, peut-être associé à la présence d'huile essentielle. Sinon, j'ai trouvé que c'était un thé assez équilibré. J'avais l'impression que la matière première du thé était plutôt qualitative par rapport au reste de la sélection. En 2e place, avec une note juste suffisante, mais le prix le plus bas, le Finest Tea Mr. Perkins de chez Aldi. 6 centimes seulement le sachet. Alors effectivement, c'est le thé que j'ai le mieux noté. Alors dans ce thé, j'ai trouvé qu'il était peu équilibré. Il y avait des notes d'agrumes, mais qui étaient peut-être un peu trop présentes, qui écrasaient les notes de thé. Donc c'était quelque chose qui n'était pas très raffiné en termes de goût, mais c'était acceptable. Je l'ai trouvé beau, déjà, l'aspect, lumineux. Pas les petits effets huileux sur la liqueur. Au nez, c'est le seul que j'ai trouvé avec de petites notes d'agrumes qui pour moi étaient sur la mandarine. Et puis après, à la dégustation, un équilibre. C'est-à-dire, on a le goût du thé, avant l'arôme, mais parfaitement équilibré, en harmonie. En première position, avec une avance confortable, voici le Earl Grey de Mariage Frères, acheté chez Globus. 2e thé le plus cher de notre sélection. Là, j'ai trouvé que l'aspect de la liqueur était plutôt attrayant. Il y avait une liqueur limpide, pas de débris, pas de dépôt à la surface. C'était très fruité, clair, pas très poudreuse. On n'a pas le goût arrière qui était très sec. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'était une couleur assez douce, déjà visuelle. La bergamote était aussi pas du tout d'acidité au niveau du nez. Et au niveau du goût, alors une légèreté et lisse en bouche qui était, pour moi, avec un très bon équilibre. Un seul thé aura dépassé la note de 6 sur 10, un constat plutôt sévère. Cette sélection de thé en sachet n'aura pas enthousiasmé nos dégustateurs, davantage habitués à savourer des thés premium en feuilles. Des résultats à retrouver sur notre site internet, évidemment. À noter que la nature de l'arôme n'a pas d'influence sur le résultat de cette dégustation. Maintenant, des thés aromatisés, on peut aussi en faire soi-même. Le thé absorbe facilement les odeurs. Vous pouvez ajouter des fruits confits, par exemple, ou des huiles essentielles de votre choix. Mais là, attention, il y a une marche à suivre. Elles ne sont pas solubles dans l'eau. Parlons de vous maintenant que le démarchage des courtiers en assurance maladie agace sérieusement. On vous promet des économies sur vos primes d'assurance de base et de complémentaires. Pour la base, c'est trop tard, l'échéance était à fin novembre, mais pour les complémentaires, c'est n'importe quand si vous n'en avez pas encore. Et c'est lucratif pour les démarcheurs. Les explications de Tania Chitil. Généralement, ça commence comme ça. Oui, allô ? Oui, bonjour madame, à l'appareil. Je suis mandatée par
et je vous contacte pour faire le point sur vos assurances maladie. Est-ce que vous avez 5 minutes à me consacrer? Non. Une fois, c'est embêtant, mais quand ça devient plus fréquent, c'est carrément insupportable. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Au téléphone, je suis mandatée par... C'est ce qui est arrivé à Nathalie Grosjean, qui nous a contactés. Elle habite dans le Gros-de-Vaud et depuis plusieurs semaines, elle et son mari croulent sous les appels pour réviser leur assurance maladie de base et leur complémentaire. Ça s'est passé qu'on est harcelé de téléphone jusqu'à 7 fois par jour, entre autres, pour mon mari. Et puis à un moment, il en a marre, quoi. Ça fait 2-3 semaines que ça dure. Ils se présentent comme étant de santé suisse, puis qu'ils veulent voir avec nous nos assurances maladie, principalement. Et puis, ils se présentent aussi comme étant des organismes désignés par l'État de Vaud pour vérifier aussi nos assurances maladie. Et puis, voilà, nous, on refuse, bien sûr, parce qu'on n'a déjà pas besoin. Et puis, on a refusé. Mais bon, c'est un sacré harcèlement, là. Mais ça ne s'arrête pas là. Une personne proche d'eux n'a pas su se défendre et a mordu à l'hameçon. L'année dernière, cette personne s'est dit, tiens, c'est quelqu'un qui vient de l'État de Vaud, qui est mandaté, donc... on va l'accueillir, c'est un jeune couple avec enfants. Donc ils se sont dit, super, on va avoir toutes nos assurances, on va faire un contrôle. Au moins on pourra économiser un peu d'argent peut-être. Ce qui fait que, ils se retrouvent doublement assurés, toute la famille. La facture est salée, 2400 francs par année payés en trop. Ça me fait peur pour le métier de courtier. Parce que j'ai des amis qui sont courtiers, c'est leur vrai métier, qui sont corrects, honnêtes. Et là, je pense que ça salit leur métier. Nous sommes de ce pas allés voir Loïc Dubost, président de l'association des courtiers en assurance, et nous lui avons demandé s'il était au courant de ces appels téléphoniques. Bien sûr que nous sommes au courant, parce que chaque année, c'est la même rengaine. C'est une catastrophe pour notre métier, pour notre activité de courtier en assurance. L'ACA, l'association des courtiers en assurance que je représente aujourd'hui, se désolidarise totalement de ces pratiques de vendeurs. Ce ne sont pas des conseillers en assurance. Il faut juste bien placer le débat au départ. Ce sont des vendeurs de caisses maladie qui sont là pour l'appât du gain. Du moment où vous avez compris ça, vous avez déjà compris pas mal de choses sur notre métier. Mais quel gain? Combien gagne un courtier qui vend une assurance maladie? Alors, il faut savoir qu'un courtier conseiller, c'est un vrai travail de spécialiste. Alors, effectivement, ça demande énormément de connaissances pour pouvoir vous conseiller. Je défie quiconque de pouvoir comparer des couvertures complémentaires. Pour la LAMAL, pour répondre à votre question, la LAMAL, c'est 50 francs par contrat. C'est pas là-dessus que ces vendeurs viennent vous chercher, c'est sur les complémentaires. Parce qu'une complémentaire peut rapporter entre 300 à 500, 600 francs, voire même 700 francs par complémentaire par personne. Nos assurances complémentaires rapportent donc gros. Un autre problème se pose aussi. Comment ces courtiers ou ces sociétés connaissent-ils nos numéros de téléphone? C'est la question posée cette fois-ci par Francine Perret-Gentil que nous avons rencontrée. Elle aussi a reçu ce genre d'appel. J'étais au travail et j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable d'un numéro que j'avais déjà vu s'afficher quelques fois, un 024 555, donc assez facile à reconnaître. Et la personne m'a appelé par mon nom et mon prénom en m'expliquant qu'il voulait me proposer de renégocier mes assurances maladie. Donc j'ai trouvé... c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas et j'aime pas du tout ces appels intempestifs sur mon téléphone portable. J'ai trouvé très étrange que ça arrive sur mon téléphone portable. Alors je lui ai demandé son nom. Il m'a donné son nom. Ensuite j'ai demandé le nom de son responsable. Il a refusé de me donner. Alors j'ai demandé le nom du directeur de la société et il m'a donné un nom que j'ai noté et ils m'ont dit être basé à Genève à la rue du 31 décembre. Je sais que cette rue existe, mais voilà, mon idée c'était de vraiment voir quelle est cette société et si elle existe. La société en question est Swiss Consulting. Nous l'avons recherchée. C'est un nom très utilisé. Une société spécialisée en assurance a bien existé, mais elle a été radiée du registre du commerce en 2017. Quant aux autres sociétés portant ce genre de nom, aucune d'entre elles n'est basée à la rue du 31 décembre. Reste la question des numéros de téléphone. Comment ce genre de sociétés, fantômes ou non, se sont-elles procurées nos données? Quand on pose la question, on n'a pas de réponse.
Ce sont, à mon avis, des listings qui passent de call center en call center. Et une fois que vous êtes dans le listing, vous êtes appelé constamment. C'est pas les assurances maladie? Je ne pense pas que ce soit les caisses maladie, non. Nous avons pourtant posé directement la question à ceux qui nous appellent avec insistance, les vendeurs d'assurance maladie. Cette fois-ci, nous avons appelé l'un d'eux. Nous avons reconstitué la conversation. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je vous ai appelé la semaine dernière concernant des assurances. Vous avez 5 minutes? J'ai 5 minutes, oui. Vous avez eu le numéro de comment, vous? En fait, si vous préférez, c'est les assurances qui prescrivent les numéros des clients. Certains clients qui ont des besoins et nous, on se déplace chez eux pour voir un petit peu si on peut faire des modifications, si on peut faire payer un petit peu moins cher sur la facture des primes. C'est les assurances qui vous donnent les numéros de téléphone? Ouais, c'est juste, ouais. D'accord. Dit-il vrai? On ne le sait pas. Mais en grande majorité, ces appels proviennent de call centers. Ces téléphonistes vous proposent des rendez-vous avec des courtiers. Mais ces courtiers, honnêtes ou malhonnêtes? Tout courtier qui vous appelle téléphoniquement et qui ne vous conseille que la caisse maladie, il faut vous en méfier. Le courtier conseillé aujourd'hui a toute une palette de produits différents, autres que la caisse maladie, et toute une palette de services dans le suivi, dans la gestion des sinistres. Donc celui qui ne vous vend que la caisse maladie, il faut vous en méfier. Ces appels téléphoniques sont souvent saisonniers. À l'automne, au moment de changer de caisse, la pêche aux clients naïfs recommence. Quelle solution pour que ça s'arrête? Pour finir, je pense qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis il faut appeler un chat un chat. On a tous un rôle à jouer. Moi, je mettrais en priorité quand même les caisses maladie. Parce que qui accepte les propositions? Quand un cabinet de courtage vous amène 200 ou 300 nouvelles propositions, à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir ce double langage. Vous les acceptez, vous voulez faire du chiffre. Un cabinet comme le nôtre, 20 personnes, si on fait 20 à 30 nouvelles propositions, c'est le bout du monde. Comment un cabinet de 10 ou 15 personnes peut faire 200, 300 ou 400 nouvelles propositions? C'est impossible. À moins d'appeler les gens et de les déranger et pas de faire du conseil mais faire de la vente. Donc les caisses maladie doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. Non, j'ai pas le temps. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Au revoir. Au revoir, madame. On l'a entendu, un courtier affirme qu'il a obtenu les numéros de téléphone par des caisses maladie elles-mêmes. Juste ou faux? J'ai demandé aux 2 associations faîtières des caisses maladie de venir répondre à cette question. Eh bien, ce fauteuil restera vide. On devra se contenter de réponses écrites. Du côté de Cura Futura, qui représente 40% des assurés, on assure qu'aucune donnée n'est transmise sans l'accord express de l'assuré, que tous les contrats signés sont vérifiés, aucune commission n'est versée si une proposition d'assurance n'est pas accompagnée d'un procès-verbal, sans oublier 8 autres exigences. Chez Santé Suisse, la plus grande faîtière, on dénonce les démarchages agressifs et malhonnêtes. Je cite, « Si des courtiers se présentent comme des représentants de Santé Suisse, il s'agit d'une usurpation de notre identité que nous condamnons avec la plus grande fermeté. » Fin de citation. Pas de transmission non plus de données, ni de démarchage sans l'accord de l'assuré. Les courtiers et intermédiaires doivent respecter des standards de qualité qui devraient être appliqués à l'avenir au domaine des assurances complémentaires. Bref, à entendre tout cela, on se demande bien comment ces démarchages à froid peuvent déboucher sur des contrats qui sont acceptés par les caisses maladie. Ça se passe. Un conseil que vous suggère Cura Futura, vous pouvez vérifier la certification d'un courtier en vous rendant sur le site Cicero, que vous trouverez en lien sur abe.ch. On va revenir maintenant sur un litige dont je vous avais parlé en juin dernier, une affaire de portail. Pourquoi y revenir? Parce qu'une promesse avait été faite dans l'émission et que vous avez le droit de savoir si cette promesse a été tenue. Je vous résume le cas. Nous sommes à Cortaillot. En mars 2017, 2 voisins avaient commandé le même portail en aluminium à un entrepreneur. Un gros acompte de 10 000 francs doit être payé avant le début des travaux qui ont traîné en longueur. On paye la compte. Quelques semaines après, ils mandatent une entreprise pour venir faire des fondations. J'ai tout de suite remarqué qu'elles avaient un problème. Au moment qu'ils ont coulé le béton, les coffrages ont bougé, le béton était bombé, la qualité n'était pas bonne, les finitions n'étaient pas bien finies non plus. C'est là qu'on a eu un premier signe d'alarme. Du coup, on est allé contacter une autre entreprise, l'entreprise Morizet, qui est aussi un installateur de cette marque, de la marque Cetal. Et du coup, on allait demander si c'était normal que ces délais soient si longs. Et puis c'est à ce moment-là qu'il nous a averti que ce personnage avait des problèmes à être livré et puis qu'il faisait plein de malfaçons dans la région.
Demander des acomptes à la commande, est-ce que ça se pratique dans la profession? Oui, ça se pratique, mais il faut voir les montants. Et puis, tant que la marchandise n'est pas là, puis qu'elle n'est pas déchargée au pied du client, il me semble qu'on ne peut pas demander d'acompte, quoi. La faillite est prononcée près d'1 an après la commande. Les acomptes, 2 fois 10 000 francs, disparaissent avec l'entreprise qui n'a jamais fini les travaux. À bon entendeur avait évidemment pris contact avec l'entrepreneur qui m'avait affirmé par écrit juste avant la diffusion du reportage, je cite, « Nous allons leur proposer de mettre en place un plan de remboursement de l'argent perdu ». C'est donc ça la promesse en juin dernier. Cyril Kopp, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve après 6 mois après cette diffusion de ce reportage. Alors est-ce que cette promesse a été tenue? Est-ce qu'une partie au moins des 10 000 francs, la compte, a été remboursée? Alors actuellement rien n'a été remboursé. Et rien puis, du tout. Rien du tout, non. Rien du tout, d'accord. Alors, pour finir, pour avoir ce portail et pour finir les travaux, vous avez fait appel à des entreprises qui vous ont fait des rabais. Est-ce que ces rabais compensent tout en partie, de nouveau, la compte que vous avez versée? Alors, au final, non, ça ne compense pas. Il prétend que ça a compensé, mais dans notre cas, c'est exactement le même montant qui a été payé à double, en fait. À double, d'accord. Alors, l'avocat de l'entrepreneur vous a demandé les factures de ces entreprises qui ont fait ces travaux au rabais. Est-ce que vous les lui avez fournies? Alors non, je ne lui ai pas fourni. En accord aussi avec l'entrepreneur qui est venu faire les travaux par la suite, qui ne désirait pas non plus lui fournir ses factures. Et puis, ça n'avait aucun intérêt dans notre cas. Et rien ne vous y obligeait d'ailleurs. Et rien ne nous obligeait. D'accord. Alors, il y a eu pas mal d'échanges de mails entre vous-même et l'avocat de l'entrepreneur. Est-ce que vous avez fait une proposition de compromis quand même? Alors oui, on a fait une proposition de déduire au maximum le montant global des fondations, tout en sachant que les fondations n'ont pas été réalisées dans son entier. Et on était prêt à qu'ils déduisent le montant global. La proposition n'a pas été acceptée. Non. Alors, quant à la position de l'entrepreneur, on a bien compris la vôtre. La position de l'entrepreneur, j'ai demandé à son avocat de me faire parvenir une prise de position. Elle se résume, je cite, « Pour mon client, cette affaire est close, à moins qu'on ne cherche encore à lui porter préjudice. » Fin de citation et point final. Je sais tout de même par un précédent courriel qu'il conteste le fait que M. Kopp a subi un dommage, puisque les travaux ont été finis par d'autres, à moindre frais. Il se plaint d'un tapage médiatique et d'un préjudice commercial important. Monsieur Kopp, vos deux positions sont irréconciliables, on l'a bien compris. Est-ce que pour vous aussi l'affaire est close? Indirectement, l'affaire est close parce qu'aucun moyen juridique actuel nous permet de récupérer notre argent. Et puis, il se cache derrière la faillite. Et puis, pour nous, on ne pourra rien récupérer dans cette affaire. D'accord, sur le plan judiciaire, il n'y a rien à faire. Effectivement, la faillite a été prononcée. Merci pour ces explications. Très bonne soirée à vous et bon retour chez vous. Au revoir. Merci.